Tu réagis à tout le temps, sans t'en rendre compte. Un email froid d'un supérieur et ta journée change de couleur. Une remarque passive-agressive d'un collègue et tu rumines pendant 3 heures. Un embouteillage un lundi matin et tu arrives au bureau déjà vidé. Et le pire dans tout ça, personne ne t'a appris à faire autrement. Pas l'école, pas ta famille, probablement pas non plus les livres que tu as lus sur le sujet. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment les stoïciens ont résolu ce problème il y a 2000 ans, et surtout comment appliquer concrètement leurs principes dès aujourd'hui pour arrêter de subir ce qui t'arrive et commencer à choisir comment tu y réponds. Il y a une idée au milieu de cette vidéo que la plupart des gens n'ont jamais entendu formuler comme ça, et c'est probablement celle qui change le plus de choses. On commence ? Partie 1. Le piège dans lequel on vit tous. Imagine un flipper. La bille rebondit dans tous les sens, droite, gauche, haut, bas. Elle ne choisit pas sa direction, elle réagit simplement à ce qu'elle percute. C'est exactement comme ça que la plupart d'entre nous traversons nos journées. Quelqu'un dit quelque chose de déplaisant et ta journée part en vrille. Un projet tombe à l'eau et tu remets en question ta valeur entière. Une notification, un regard, un silence de trop et te voilà embarqué dans une spirale que tu n'as pas choisie. Épictète disait quelque chose de simple et d'un peu agaçant tellement c'est vrai. Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, c'est comment tu y réponds. Facile à dire, beaucoup moins facile à incarner au quotidien. Mais voilà quelque chose de concret pour commencer à comprendre pourquoi. 2 personnes perdent leur emploi le même jour, même entreprise, même poste, même circonstance. L'une s'effondre, elle interprète ça comme une preuve qu'elle ne vaut pas grand-chose. L'autre voit une sortie, peut-être même une opportunité qu'elle n'aurait jamais cherchée autrement. L'événement est strictement identique. Ce qui diffère, c'est l'histoire qu'elle se raconte sur ce que ça signifie. Et cette histoire, on peut apprendre à la choisir. Pas facilement, pas du jour au lendemain, mais on peut. Application immédiate. La prochaine fois que quelque chose te contrarie, pose-toi une seule question avant de réagir. Est-ce que ma réaction va changer la situation ? Si la réponse est non, tu as déjà un choix à faire. Dans quelques minutes, je vais te montrer exactement pourquoi on rate presque toujours cet espace entre ce qui arrive et ce qu'on fait, et comment le récupérer. Partie 2. Pourquoi on répond à tout ? Un boxeur expérimenté ne répond pas à chaque feinte. Il regarde, il économise, il attend. Il choisit ses moments avec une précision que le spectateur ne voit pas toujours depuis les gradins. Et c'est précisément cette sélection qui fait la différence entre un boxeur qui tient 15 rounds et un autre qui s'épuise dès le 3e. Nous, on répond à tout. Le mauvais Wi-Fi, le collègue qui coupe la parole en réunion, le conducteur qui fait une queue de poisson à lundi matin. Et à force de répondre à tout, à force de dépenser de l'énergie sur chaque petite friction, on n'a plus grand-chose pour ce qui compte vraiment. Sénèque revenait souvent là-dessus dans ses lettres à son ami Lucilius. Arrête de te disperser. Le passé est parti, tu n'y peux rien. L'avenir n'existe pas encore, s'en inquiéter maintenant ne le rend pas meilleur. Ce moment-ci, maintenant, c'est tout ce que tu as réellement. Pas de manière poétique, de manière très concrète et très pratique. Quand tu n'es plus coincé dans ce que tu aurais dû dire hier ou ce qui pourrait mal tourner la semaine prochaine, quelque chose se libère. Tu vois mieux ce qui est là. Tu réagis moins, tu choisis davantage. Est-ce que tu reconnais ce moment où tu réalises que tu rumines depuis 20 minutes sur quelque chose que tu ne peux pas changer ? Ce moment-là, c'est exactement le point d'entrée. C'est ça l'attention délibérée. Pas la méditation New Age avec des bougies et une playlist ambient, juste une question honnête posée régulièrement. Où est mon énergie là maintenant ? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Application immédiate. Aujourd'hui, choisis une situation récurrente qui te coûte de l'énergie sans rien produire. Une seule, et décide consciemment de ne plus y répondre de la même façon. Pas de supprimer la réaction, juste de la retarder de 10 secondes. Ce que je vais te dire dans la partie suivante va probablement contredire ce que tu penses savoir sur la gestion des émotions. Partie 3. Ce que la non-réaction n'est vraiment pas. Soyons clairs sur ce que ça n'est pas. Ce n'est pas avaler ses émotions jusqu'à ce qu'elles explosent un mardi soir pour une raison complètement absurde. Ce n'est pas devenir froid, distant, le genre de personne avec qui personne ne veut déjeuner. Les émotions existent, elles ont une fonction. Les ignorer ne les fait pas disparaître.
elles reviennent juste déguisées, souvent au pire moment possible. La non-réaction, c'est 3 choses dans l'ordre. Voir l'émotion arriver, la nommer, même vaguement, et ensuite décider quoi en faire au lieu de la laisser décider à ta place. Voilà une scène concrète. Quelqu'un te coupe sur l'autoroute. La montée d'adrénaline est réelle, physiologique, tu ne la contrôles pas vraiment. Mais klaxonner pendant 30 secondes en gesticulant, ça change quoi exactement? Ça ne rattrape pas le temps perdu, ça n'améliore pas ta journée, ça te coûte de l'énergie pour un résultat strictement nul. Un collègue fait une vanne à tes dépens en réunion. Tu ressens la piqûre, c'est normal, c'est humain. Mais lui répondre sur le même registre, ça t'entraîne dans son jeu. Et son jeu ne vaut probablement pas la peine d'être joué. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde romain. Il commandait des légions, il gouvernait des millions de personnes. Et pourtant, dans ses carnets personnels, il se rappelait à lui-même chaque matin que les actions des autres ne lui appartenaient pas, qu'il ne pouvait contrôler que les siennes. Ces carnets n'étaient pas destinés à être publiés. Ce n'était pas une posture philosophique pour impressionner les gens dans les dîners. C'était une discipline quotidienne, imparfaite, répétée, même pour un empereur, surtout pour un empereur. Application immédiate. Ce soir, prends 2 minutes. Note une situation de ta journée où tu as réagi de façon automatique. Pas pour te juger, juste pour nommer ce qui s'est passé. Voir, nommer, choisir, dans cet ordre. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à la chaîne Code de vie. Le lien est dans la description. Ce travail mérite d'être continué et tu mérites de ne pas le rater. La partie suivante parle de quelque chose que presque personne ne relie à la non-réaction. Et pourtant, c'est probablement l'effet le plus puissant sur le long terme. Partie 4. Ce qui se construit quand on arrête de subir. La vie lance des balles courbes. Ce n'est pas du pessimisme, c'est juste net. Les relations se terminent, les projets échouent, la santé flanche parfois sans prévenir. Des choses arrivent qu'on n'avait pas prévues et qu'on ne peut pas contrôler, peu importe à quel point on a tout planifié. Essayer de vivre complètement à l'abri de tout ça, c'est construire une maison en espérant sincèrement qu'il ne pleuvra jamais. La résilience ne se construit pas en évitant, elle se construit en traversant. Comme un muscle. Tu ne deviens pas plus fort en protégeant tes muscles de tout effort. Tu deviens plus fort en les poussant, en acceptant l'inconfort temporaire, en laissant le processus faire son travail même quand c'est inconfortable. Les stoïciens avaient une image pour ça. Le chêne plie dans la tempête, il ne casse pas. Le roseau, lui, casse. La différence, ce ne sont pas les racines magiques du chêne, c'est la combinaison de solidité et de flexibilité. Les deux ensemble, pas l'un sans l'autre. Épictète connaissait ça mieux que quiconque. Il était esclave, pas métaphoriquement, littéralement. Son maître lui a un jour tordu la jambe pour lui montrer qu'il avait le pouvoir de le faire. Épictète a simplement dit « tu vas la casser ». Le maître a continué, la jambe a cassé et Épictète a dit « je t'avais prévenu ». Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la résignation. C'est une forme de liberté que personne ne peut prendre à quelqu'un d'autre. La liberté de choisir comment on répond à ce qui arrive. Chaque fois que tu traverses quelque chose de difficile sans te laisser emporter complètement, tu renforces quelque chose en toi. Quelque chose de difficile à nommer précisément, mais très facile à reconnaître chez les autres quand tu le vois. Application immédiate. Pense à une difficulté actuelle dans ta vie. Pas la plus grande. Une de taille moyenne. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette situation m'oblige à développer que je n'aurais pas développé autrement ? Et maintenant, écoute bien la partie suivante, parce que ce que je vais dire change complètement la façon dont les autres te perçoivent. Partie 5. L'effet que tu n'avais pas anticipé. Quand tu arrêtes de réagir à tout, les gens le remarquent. Pas toujours consciemment, souvent ils ne pourraient pas te dire exactement ce qui a changé chez toi, mais ils le sentent. Quelque chose dans la dynamique se déplace, subtilement, mais réellement. Quelqu'un essaie de te provoquer, il attend une réaction. Tu n'en donnes pas par froideur calculée, juste parce que tu n'es pas obligé de jouer. Il peut insister, s'agacer de ton calme, forcer un peu plus fort, mais sans carburant, la provocation finit par s'éteindre d'elle-même. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement que tu as arrêté de participer à un jeu qui ne te servait à rien. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui reste calme exactement quand tu t'attendrais à ce qu'il s'énerve. Tu te souviens de l'effet que ça produisait?
Et autour de toi, progressivement, quelque chose se dépose. Les gens qui cherchent le drama finissent par aller le chercher ailleurs, là où ils trouvent preneur. Ceux qui restent sont souvent ceux avec qui les échanges valent vraiment la peine. Poser des limites sans crier, sans plaider sa cause pendant 20 minutes, sans s'expliquer jusqu'à l'épuisement, c'est une des choses concrètes que la non-réaction rend possible. Ne pas répondre à une pique, c'est déjà une limite. Ne pas participer à une conversation qui tourne en rond et te vide progressivement, c'est déjà une limite. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'hygiène mentale basique. On nous a appris, souvent dès l'enfance, que refuser quelque chose nécessite une justification solide. C'est faux. Un non ferme et calme dit souvent plus sur toi qu'une longue explication défensive qui donne l'impression que tu cherches une permission que personne n'a à t'accorder. Application immédiate. Cette semaine, identifie une situation où tu t'expliques trop, une où tu justifies une décision qui n'a pas besoin de l'être, et essaie de la tenir avec moins de mots, juste pour voir ce que ça change. Partie 6. La confiance qui ne dépend de personne. La confiance qu'on cherche à l'extérieur, dans les compliments, les validations, les retours positifs, elle est réelle mais fragile. Elle dépend de facteurs que tu ne contrôles pas. Quelqu'un change d'avis sur toi et elle vacille. Une mauvaise journée et elle disparaît presque entièrement. Elle est construite sur du sable. Celle qui se construit à force de traverser des situations difficiles sans s'effondrer complètement, celle-là a une texture différente. Elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Elle ne disparaît pas quand quelqu'un te critique. Elle est ancrée dans ce que tu as prouvé à toi-même, pas à eux. Ce n'est pas spectaculaire comme processus. Tu ne te réveilles pas un matin transformé. C'est une accumulation lente et souvent invisible. Chaque fois que tu choisis ta réponse plutôt que de la subir, tu déposes quelque chose. Invisible sur le moment, mais réel sur la durée. Et cette confiance-là ne demande pas à être performée ou annoncée. Elle est juste là, tranquillement. Les gens la sentent, pas parce que tu l'affiches, précisément parce qu'elle est authentique. Voilà quelque chose que peu de gens anticipent. Quand tu n'es plus constamment absorbé par l'anxiété, la colère ou le ressentiment, tu vois mieux ce qui t'entoure. Tu remarques des opportunités que tu aurais ratées autrement parce que tu étais trop occupé à ruminer. Tu es plus disponible pour les bonnes conversations, les collaborations qui valent le coup, les décisions prises avec un minimum de clarté. Ce n'est pas magique, c'est logique. Application immédiate. Note une décision récente dont tu es fier. Pas parce que quelqu'un t'a complimenté pour ça, mais parce que tu sais que c'était la bonne chose à faire. C'est ça la fondation. Construis dessus. La partie suivante est probablement la plus importante de toute la vidéo et c'est aussi celle que les gens ont le plus de mal à accepter. Partie 7. La vérité sur la pratique. Ce serait mentir que de présenter ça comme simple ou rapide ou acquis une fois pour toutes. Tu vas rechuter. Tu vas réagir impulsivement un jour où tu es fatigué, stressé ou simplement trop humain pour maintenir quoi que ce soit de cohérent. Et dans ce moment-là, tu vas probablement te dire que tout ce travail ne sert finalement à rien. Ce n'est pas vrai. Une rechute n'efface pas le chemin parcouru. Elle fait partie du processus, pas comme une exception regrettable, mais comme un élément attendu et normal. L'important n'est pas de ne jamais trébucher, c'est de savoir se relever sans en faire une tragédie supplémentaire qui vient s'ajouter à la première. Marc Aurèle lui-même écrivait dans ses carnets des rappels qu'il avait visiblement besoin de relire, des choses qu'il savait déjà, des principes qu'il avait déjà appliqués. Il se les répétait parce qu'il savait que la pratique n'est jamais acquise définitivement. Même l'homme le plus puissant du monde avait besoin de se le rappeler. Comme apprendre le piano, comme apprendre n'importe quoi d'un peu difficile et qui vaut la peine. Il y a des jours où ça coule naturellement, des jours où tu régresses inexplicablement, et malgré tout, sur la durée, si tu continues, la progression est là, discrète mais réelle. La pratique, c'est chaque jour, chaque interaction, chaque moment où tu choisis, même imparfaitement, de ne pas te laisser complètement emporter par ce qui arrive. Application immédiate. Choisis un seul principe de cette vidéo, un seul, et décide de l'appliquer consciemment pendant les 7 prochains jours. Pas tout, un seul. La régularité sur un point vaut infiniment mieux que la dispersion sur 10. Si ce travail te parle, laisse un like sous cette vidéo. C'est un geste simple qui permet à d'autres personnes de le trouver. Et si tu penses à quelqu'un dans ton entourage qui traverse une période difficile, envoie-lui cette vidéo. Ça peut faire une différence réelle. Partie 8. Ce que tout ça signifie vraiment.
Au fond, tout ça ne parle pas vraiment de stoïcisme comme système philosophique à maîtriser et à réciter. Ça parle d'une seule question. Est-ce que tu veux être quelqu'un que les événements extérieurs ballottent dans tous les sens, au gré des humeurs des autres et des aléas du quotidien, ou quelqu'un qui traverse exactement les mêmes événements avec un peu plus de clarté, un peu plus de stabilité, un peu plus de marge pour choisir comment répondre? Les stoïciens parlaient d'eudaimonia, souvent traduit par bonheur, ce qui est un peu réducteur. C'est plutôt une vie bien vécue, une vie en accord avec ce qu'on est vraiment, pas parfaite, pas sans douleur, pas sans échec ni moment où tout part de travers, mais délibérée, choisie autant que possible, dans les marges que la réalité laisse. Voilà ce qu'on a traversé ensemble aujourd'hui. Le piège de la réactivité automatique et pourquoi on y tombe tous, l'attention délibérée comme outil concret pour en sortir, la non-réaction comme discipline, pas comme froideur, la résilience qui se construit en traversant, pas en évitant, l'effet que tout ça produit sur les autres et sur tes relations, la confiance qui vient de l'intérieur et ne dépend de personne, et la pratique imparfaite, répétée, continue, comme seul vrai chemin. Ça commence par un moment, un espace entre ce qui arrive et ce que tu fais, un souffle, un choix souvent minuscule et presque invisible de l'extérieur. C'est peu. Et c'est, étrangement, presque tout. Dis-moi en commentaire, quelle est la situation dans ta vie où tu réagis encore trop vite? Écris-la. Juste le fait de la nommer change déjà quelque chose. Abonne-toi à Code de Vie et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Le lien est directement dans la description. On se retrouve très vite.